Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash. 4 invités. Vous allez voir qu'il n'y en a que 3 parce que le 4e est dans les embouteillages. Dantesque autour de Paris. Ça recommence. 4 invités, donc Olivier Piacentini, Françoise Monestier et Yves Christen. 3 sujets. Le premier sujet, c'est la police. Manif statique devant l'Assemblée nationale. Présence de Gérald Darmanin. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est le président de la République avec McFly et Carlito. Certains les appellent des clowns. Et le troisième, c'est le passeport vaccinal qui va nous permettre de voyager en Europe ou pas. Allez, on va en parler, tout ça. Premier sujet. Premier sujet. Alors, la manifestation. Alors, comme disait Françoise juste avant que l'émission ne commence, c'était une marche, sauf que c'était une marche statique. Elle avait lieu devant l'Assemblée nationale, au moment où les députés statuaient sur une loi présentée par le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, et en présence de Gérald Darmanin. Donc, c'est la première fois dans l'histoire de la République qu'un ministre de l'Intérieur assiste à une manifestation de policiers. Moi, ma question, c'est... Je vais vous la poser, on va commencer par Olivier Piacentini. Est-ce que c'est légitime que le ministre soit là ou est-ce qu'au contraire, c'est la dernière marche de la démagogie ? Olivier ? Moi, je trouve que c'est même plus que de la démagogie, la présence de Darmanin. C'est véritablement une incongruité. Oui. Parce que, c'est une marche de la police. La police dénonce les inconséquences de la justice et, je dirais, la forme de négligence dont elle fait l'objet de la part, je dirais, de la gestion de l'État. La police se plaint systématiquement d'un manque de moyens, d'un manque de soutien, d'un manque également, je dirais, de prévenance à son égard, puisqu'on sait qu'il y a des millions d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Donc, on dirait que la police est... En temps normal, la 5e rue du carrosse, les policiers se font insulter, molester tous les jours dans les banlieues, on ne voit pas tout. Les réseaux sociaux retranscrivent ce qu'ils peuvent, et puis parfois ça remonte à la surface, mais ils sont vraiment, je dirais, les parents pauvres, et je dirais même les moutons noirs du système. Et alors tout d'un coup, le ministre de l'Intérieur, qui est quand même en partie responsable de la situation, vient se mettre à leur côté. Alors, moi j'ai trouvé ça... En tant que politologue, ça vous choque ? Oui. Dans ces circonstances-là, je vous rappelle quand même que le discours qui a été tenu par le représentant du syndicat Alliance, qui était le principal organisateur, a fustigé... Un de ceux qui a pris la parole. Il y en avait un de ceux qui a pris la parole, mais ouais. En tout cas, ce qui est resté le plus marquant dans les esprits, il a fustigé Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, en l'exhortant de soutenir leur travail en appliquant des peines qui leur permettent d'éviter de retrouver 2 jours après les gens qui viennent d'arrêter, souvent pour des fautes graves, des violences à leur égard. Alors que fait le ministre de l'Intérieur, si je comprends bien, manifeste contre le ministre de la Justice. Ouais. Vous ne trouvez pas que c'est quand même le royaume du but ? Que l'aurait-on dit en sens inverse, objectivement. J'entends ce que vous dites, mais si vous comparez par rapport à Castaner qui envisageait de se mettre à genoux devant des délinquants, etc., c'est quand même un peu différent. Il est plus dans son rôle en étant du côté de la police que du côté opposé. Moi, je suis quand même plus choqué par les hommes politiques qui ont pris fait et cause contre la police. Plutôt vous parlez de quoi ? D'Audrey Pulvar, de Jean-Luc Mélenchon Mélenchon, etc. Ouais. Ça me paraît plus choquant dans le contexte actuel, où tout de même les flics se font assassiner, etc., avec toutes sortes de problèmes, il ne me paraît pas anormal que le ministre de l'Intérieur, sur lequel il y a beaucoup à dire, pour toutes les raisons que vous évoquez, se déclare du côté de ses troupes. Parce que lui, il disait ça, il disait « je suis là en soutien avec mes troupes ». Pourquoi c'est choquant ? Mais parce que tout simplement, son rôle est de soutenir ses troupes au quotidien, pas le jour d'une manifestation. C'est son travail de soutenir la police. Et c'est tous les jours qu'il doit le faire. Alors, il vient manifester contre ses propres carences, ou en tout cas les propres carences de son gouvernement. Moi, je veux bien que le ministre de l'Intérieur soutienne la police, mais qu'il le fasse tous les jours.
qu'ils le fassent tous les jours. Qu'ils le fassent tous les jours dans l'allocation des moyens qui leur sont donnés, dans la possibilité de répliquer quand ils sont agressés. Or, on sent, à travers toute une série de vidéos qui passent sur les réseaux sociaux, que les policiers sont obligés de se contenir, alors qu'on leur crache dessus, alors qu'on les insulte. Je pense que ça vient de la hiérarchie. La hiérarchie, c'est lui. Donc, moi, il me semble que si Darmanin soutenait les policiers autrement qu'en allant manifester à leur côté, il ne subirait pas tout ça au quotidien. Et il n'aurait pas besoin de venir faire encore un nouveau coup de com', parce que ce ne sont que des coups de com'. Vous avez bien raison que, par rapport à Castaner, il y a eu, je dirais, une inflexion du discours et du langage. Et que, bon, Darmanin joue un peu au Sarkozy nouvelle manière. Bon, mais au-delà des mots, on attend des résultats. Il y a une flambée de la délinquance. Je vais donner la parole à Françoise Monestier. Ouais. Est-ce que le contexte, où, je vous rappelle, 2 morts en quelques semaines, une femme assassinée, égorgée à Rambouillet, et un policier, Éric Masson, tué sur un point de deal à Avignon. Est-ce que ça justifie pas la présence du ministre ? Je ne pense pas. En tout cas, ça ne justifie. J'ai trouvé parfaitement démagogique la présence de Fabien Roussel, secrétaire général du Parti PC, communiste c'est vrai français, qu'il était là. Candidat au présidentiel. Candidat au présidentiel, d'Olivier Faure, du socialiste Olivier Faure, oui. Et de l'écologiste Jadot, qui était là et qui, d'habitude, ne défendent pas la police, ou tout au moins ne sont pas des soutiens. En revanche, c'est plus choquant qu'il soit là que Xavier Bertrand ou qu'un vice-président du Rassemblement national. C'est plus que choquant qu'à gauche. En ce qui concerne le Rassemblement national, le Rassemblement national a toujours manifesté son soutien aux forces de l'ordre qui, quelquefois d'ailleurs, sont très critiques. Enfin, les responsables syndicaux de la police sont quelquefois d'ailleurs très critiques à l'égard du Rassemblement national. Mais il ne faut quand même pas oublier que nous sommes à 1 an des présidentielles et que, bien sûr, il y avait une sorte de marché, excusez le terme, une sorte de marché pour les hommes politiques. Mais je trouve la présence du Rassemblement national, à mes yeux, ou de Dupont-Aignan ou de Philippe de Villiers, n'était pas choquante. En revanche, même Gérard Lanvin, qu'est-ce qu'il faisait là ? Gérard Lanvin, ça c'est autre chose. À titre personnel, à titre personnel, je pense qu'il pouvait être là. Mais il y a aussi une ambiguïté que je voudrais souligner. C'était le nom même. C'était une marche citoyenne. Effectivement, quand on met l'adjectif de citoyen à toutes les sauces, effectivement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait parfois des fausses notes. Parce que dans citoyen, on met tout et n'importe quoi. Oui, c'est comme un peu le mot république. C'est comme le mot république. Alors je pense qu'effectivement, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait eu, disons, une sorte de cafouillage. C'est plus qu'un cafouillage, la présence d'un ministre. C'est une nouveauté absolue. Du moment qu'on agite l'adjectif ou le substantif de citoyen, tout le monde accourt. Alors, il y a peut-être un autre sujet sur lequel moi je voudrais vous faire parler. C'est que cette marche, elle n'était pas seulement, elle était justement citoyenne. Donc ça n'était pas seulement une marche de la police, c'était une marche à laquelle étaient appelés à manifester des citoyens. Oui. Et bien finalement, il y a eu très peu de monde. Et d'ailleurs, pour la première fois, on n'a pas eu de chiffres. C'est assez marrant. On n'avait pas dit 35 000 personnes, non ? J'ai cherché, la police n'a pas communiqué officiellement sur cette manifestation. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas, je me tourne vers vous, Christiane, finalement, c'est un faible soutien ? Je ne sais pas. Moi, j'avais le sentiment qu'il y avait beaucoup de monde, mais je n'y étais pas, et 2, je ne suis pas apte à comptabiliser les gens. Par contre, tout de même, il me semble que... Je comprends qu'on puisse être agacé par la présence de telle ou telle personne, qui n'a pas toujours aimé la police, mais il me semble qu'il y a des situations dans lesquelles il est logique qu'il y ait une forme d'union nationale. Il y a d'ailleurs trop peu d'union nationale sur des problèmes importants. Et il est clair que dans le cas de la police, de la sécurité, un nombre de problèmes qui tournent autour de ça, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des éléments d'union nationale. Je sais bien que c'est totalement factice dans le système actuel, mais même factice, il me semble que c'est une chose plutôt saine. Oui, union nationale, oui, certes. C'est fort, ça, ce terme. C'est fort. C'est fort, le terme d'union nationale. Je ne l'ai pas entendu citer à cette occasion. Mais est-ce que cette cause-là, la défense de la police,
Autrement dit, Ça le le justifie. maintien de l'ordre. Mais- Est-ce que ça justifie une union nationale? Oui, mais une union nationale, moi je suis d'accord, et d'ailleurs, elle y est de facto, parce que je crois que les sondages ont démontré que plus de 70% des Français soutenaient la police et étaient aux côtés de la police. Après, il y a des questions logistiques qui font que peut-être les gens n'ont pas eu le temps d'aller, etc. C'est autre chose. Mais l'union nationale autour de la police, aujourd'hui, elle y est, et probablement plus que jamais. Mais pourquoi est-ce qu'elle y est? Parce que les gens se rendent bien compte que notre pays est en train de se déliter, que même la légitimation de l'État est en train de s'évaporer, parce que la première des missions de l'État, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Moi, j'aimerais bien entrer dans une union nationale, véritablement, qui englobe le gouvernement, sauf que je sens que ce gouvernement, et M. Darmanin, pour le moment, n'a pas fait les preuves du changement, est responsable de cette situation, parce que je vous rappelle que tous les chiffres de l'insécurité basculent dans le rouge de plus en plus d'année en année, et en particulier depuis l'avènement de M. Macron. Moi, je vais vous dire, la présence, comme l'a dit Françoise, du Rassemblement national, de M. Dupont-Aignan ou d'autres responsables de la droite, me paraît légitime, parce que même du temps où la droite classique gouvernait ce pays, Chirac, Sarkozy, nous n'avions pas atteint de tels sommets dans la sauvagerie, la barbarie, la délinquance, le délitement de l'État. Ce délitement, il est progressif depuis l'arrivée de François Hollande, et il a passé une vitesse supérieure depuis que Macron est arrivé, parce que je suis désolé, c'est un gouvernement qui ne défend pas l'autorité de l'État. Alors, Voilà. je vais vous citer des chiffres. Allez-y, Françoise, et après je vais embrayer sur les chiffres. Je vous en prie. Pardon, Allez-y. la présence de Darmanin était à mon avis moins scandaleuse mercredi dernier que une semaine plus tard, quand on apprend que M. Darmanin, qui voulait porter plainte contre la donzelle Audrey Pulvar, candidate de gauche en Île-de-France au nom du Parti socialiste, a tout d'un coup remis dans sa poche sa plainte au motif que Madame Pulvar a tout d'un coup dit qu'elle trouvait que la police n'était pas du tout raciste, oui. et qu'à 8 jours... Mais un comportement pareil est absolument inadmissible. Enfin, c'est aussi bien qu'elle ait dit que la police n'était pas raciste, plutôt que d'insister pour laisser entendre que la police était criminelle, quand même. Pardon, cher ami, ce serait aussi bien que Darmanin n'est pas... La faute est à Darmanin, la faute n'est pas à Mme Pulvar. Elle avait dit que c'était glaçant. Elle avait dit que c'était glaçant. La manif, non, elle avait dit que la manif était glaçante. Était glaçante. Mais de quel point de vue plus, est-ce qu'elle a pu développer? Je vais vous lire. Ce qu'elle disait, en fait, oui. ça s'entend. C'est peut-être de la provocation, mais ça s'entend. En fait, au même moment, à l'Assemblée nationale, il y avait des débats sur la loi présentée par Dupond-Moretti. Et la présence de la police à l'extérieur peut apparaître comme une tentative, sans doute pas de putsch, mais une tentative de pression des forces de police sur le législateur. Ce qui est une séparation des pouvoirs qui n'est pas possible. Franck, vous êtes d'accord avec moi que le terme putsch, bon, je vous connais. Non, mais je reconnais qu'il est excessif. Il est excessif, c'est pas un putsch. Effectivement, ce n'est pas la première fois qu'une corporation vient marquer son mécontentement ou ses desiderata devant l'Assemblée nationale. Oui. C'est démocratique, c'est légal, ils l'ont fait et ils ont bien raison de le faire parce qu'ils sont les premières victimes de tout ce qui se passe en France actuellement, et en particulier du laxisme de la justice. Ils en sont les premières victimes. Donc c'est normal qu'ils manifestent. Cette polémique avec Mme Pulvar est ridicule, je trouve. C'est aussi pour ça qu'elle s'est peut-être éteinte, parce que finalement les deux partis ont senti, Darmanin comme Pulvar, ont senti qu'ils y perdaient. C'est peut-être pour ça que mais enfin, vous savez, à un moment donné, c'est plus de la politique, c'est de la communication permanente. Voilà. Enfin, je veux dire, tout le monde communique, et puis alors quand la communication passe plus, on s'arrête. Moi, j'attends des hommes politiques, et en particulier des gouvernants, qui nous disent là où ils veulent nous mener. Alors, j'ai l'impression que... je vais vous amener sur un terrain qui est... Je vais aller vous chercher, Olivier, parce que vous dites que les chiffres de la délinquance sont tombés dans le rouge. Il y a un certain nombre d'observatoires qui parlent de la dangerosité du métier de policier. Ce métier de policier, il y a 40 ans, c'était 4 fois plus de morts que maintenant. Et il y a, je crois que c'était il y a 20 ans, 4 fois plus de morts, et il y a 10 ans, 2 fois plus de morts. Autrement dit, la perception qu'ont les forces de police
du danger de leur métier. Et la perception que nous avons, nous, d'un métier de plus en plus mortel est finalement contredite par les Oui, chiffres. enfin, je crois qu'il ne faut pas voir les choses comme ça. Oui. Je pense qu'il y avait du grand banditisme il y a 20 ans, 30 ans, etc. Moi, je suis originaire de Marseille, donc c'est quelque chose qui était Oui, était entre un connu, Marseillais et hein. un Corse, on connaît le grand banditisme. Mais C'est les mêmes, simplement, donc, et un flic risquait de se faire tuer par des gangsters. Bon, Voilà. ça faisait partie de la fonction, si je puis dire. Mais le policier n'avait pas forcément de réticence à se défendre face aux gangsters. Ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que le flic, il peut pratiquement rien faire. On l'a bien vu. On en a vu qui se faisaient griller dans une voiture sans oser sortir leurs armes. C'est ça qui est terrible, qui est choquant. Qu'un policier comme un militaire sur un terrain de guerre puisse risquer sa vie, c'est, entre guillemets, normal. Ce qui est profondément anormal, c'est qu'un policier ne puisse pas se défendre et que s'il se défend, il va se trouver automatiquement incriminé par toute une foule de gens, en particulier dans la presse et dans les partis politiques. C'est pour ça que, pour revenir un petit peu en arrière, je trouve plutôt bien que les hommes politiques, et j'aurais trouvé bien que ça soit le cas aussi des journalistes, participent à cette manif pour précisément, au niveau du langage, dire qu'ils sont de ce côté-là, plutôt que du côté opposé à cela, voyez. Mais il Mais faut pas, il faut ça, pas la se présence de tromper. Fabien Roussel, la présence de Fabien Roussel, contrairement à ce que vous dites, François Monestier, présence Moi, je suis favorable à ce que Roussel soit oui, là. la présence d'Olivier Faure, la présence de gens de gauche est plutôt dans le sens d'un soutien de tout le monde. Non, mais c'est un soutien factice, parce que ces gens-là, Fabien Roussel ou Olivier Faure, n'ont jamais rien fait pour inverser la situation, et surtout pour qu'il n'y ait pas les quartiers de non-droit que nous avons maintenant depuis une vingtaine d'années, quartiers de non-droit qui se multiplient comme la multiplication des pains. Et en plus, aujourd'hui, vous pouvez... les chiffres, ça se manipule très facilement. Mais ce qui ne se manipule pas, ce sont quand même les égorgements de flics, la façon dont ça se passe maintenant. Bien sûr. Mais c'est peut-être ça le contraste dont parlait. C'est l'introduction des méthodes islamiques Oui. Qui choque. dans la... Et puis c'est qu'on le voit, je veux dire, auparavant, On le les voit, gangsters. enfin, Si ça, un c'est quand même gangster avait été extraordinaire. vu, on l'aurait arrêté. Mais pour rebondir sur les chiffres que vous avez donnés, Oui, Olivier Franck, très Costantini. rapidement, Oui. vous parlez de la mortalité, j'ai pas regardé ces chiffres-là, mais en termes d'agression, il y avait 2000 agressions de policiers il y a 20 ans par an, il y en a 4000 maintenant. Oui. Il y a peut-être moins de morts parce que justement, on leur demande de ne pas intervenir, on leur demande de ne pas aller au bout. Vous voyez, j'assistais hier à un débat où des policiers expliquaient que, par exemple, trafic de drogue à la sortie du lycée, ils n'interviennent pas pour ne pas qu'il y ait, je dirais, des dommages collatéraux avec les enfants, les jeunes, etc. Bon, D'accord. on prend beaucoup de précautions quand même, mais qu'est-ce qui se passe à côté ? Ces précautions sont, je dirais, anticipées par les délinquants et les trafiquants, et puis finalement, ils s'installent et ils font ce qu'ils veulent et ils prennent en main les quartiers. Vous le savez, des policiers m'ont dit clairement qu'ils ne pouvaient pas intervenir dans tel ou tel quartier. Ça, c'est les que fameuses s'il y avait zones des de dommages, non- c'était à de leur C'est charge. les zones de Voilà. non-droit. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de morts, mais je pense que véritablement, c'est pour notre pays une véritable humiliation pour nos citoyens, la difficulté de vivre dans des zones de non-droit, et pour notre pays, l'humiliation de se rendre compte que l'État n'est pas maître chez lui. D'accord. Et ça se sait au niveau international aujourd'hui. Ok. C'est-à-dire que notre pays subit des humiliations à l'international où on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a que l'État- régulièrement effectivement sûr. des images sur toutes les télévisions du monde où on voyait certaines banlieues brûlées, on voyait des émeutes Partout, mais qui ont fait c'est d'ailleurs devenu un marqueur de notre pays, Franck. Oui, hein. c'est C'est quand même grave. hein. Et c'est tous les jours. Et c'est tous les jours. Ouais. Ok, écoutez, très bien, on s'arrête là, on est arrivé au bout du compte. On va avoir le quatrième invité en retard qui va pouvoir nous rejoindre et on se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est le président Macron, McFly et Carlito. Voilà, l'irruption des youtubeurs à l'Élysée. À tout de suite. Rebonjour. Alors, en février 2021,
donc il y a quelques mois, le président de la République lançait un défi à 2 youtubeurs, McFly et Carlito, qui diffusaient une vidéo sur les gestes barrières. Il leur disait, si ça fait plus de 10 millions, je vous invite à l'Élysée et on fait une émission ensemble. La vidéo a fait 14 millions de vues, ils ont été invités à l'Élysée. Et c'est ça dont on parle. Pour la première fois, le président de la République apparaît dans une émission sur YouTube par des amuseurs. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça ridiculise la fonction? Est-ce qu'au contraire, ça permet de parler à d'autres populations? Voilà, c'est ça le sujet. Et je vais donner la parole à celui qui est en retard. On va pas le blâmer plus longtemps. Philippe Chevrier, qui est président du Front Libéré et qui a des choses à dire là-dessus. Bonjour Philippe. Oui, merci de votre invitation. Je vous en prie. Alors d'abord, oui, c'est assez navrant quand même. Tout ça est assez navrant. Moi, les bras m'en tombent. Qu'il ait demandé à des amuseurs de faire un clip sur les gestes barrières, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, tout ce qui peut améliorer ou diminuer la pandémie, on peut l'accepter. Mais qu'ensuite, il se présente à l'Élysée dans le cadre d'un jeu qui se veut amusant, qui est en fait une opération de communication, moi, je trouve ça complètement navrant. C'est pas son rôle de faire ça. Il abîme la fonction de président de la République. Et en plus, je pense que ça n'est pas efficace parce que, qu'il touche à une certaine proportion de la population, vous avez dit 15 millions de vues. Je voudrais savoir combien... Pour l'instant, 4 millions, au comptage d'hier, sur la dernière vidéo, celle qui implique le président Macron. D'accord. 14 millions pour celle sur les gestes barrières, en pleine pandémie. Je voudrais être sûr que ça ait duré longtemps. Parce que moi, je connais des gens qui l'ont vu. Personnellement, je n'y suis pas allé parce que j'ai eu trop peur de ce que j'allais voir. Mais il y a des gens qui sont allés voir et qui ont fermé tout de suite. Donc, est-ce que ça veut dire que pour autant, les gens ont été favorablement impressionnés par ça? Je ne le pense pas. Moi, je crois au contraire que c'est un peu prendre les jeunes pour des imbéciles. Je crois que chez les jeunes, il y a plusieurs types de populations, comme chez les adultes d'ailleurs. Il y a des gens qui pensent à s'amuser, il y a des gens qui pensent à travailler, il y a des gens qui pensent à s'enrichir. Il y a tout un tas de gens qui ont des volontés totalement différentes. Et c'est vrai aussi pour la jeunesse. Et je trouve que c'est insultant pour la jeunesse de s'adresser à eux de cette manière-là. Il y avait des choses à dire quand on est président de la République. Dans un pays qui a dépassé le stade de la faillite, où le chômage est massif et qu'il touche particulièrement les jeunes. Je pense qu'il y avait d'autres choses à leur dire, comme par exemple, je vais me retrousser les manches, je vais vous faire en sorte de vous trouver du boulot, et pour faire du boulot, je vous indique comment je vais faire, je vais organiser la réindustrialisation du pays. Je sais que je ne peux pas la décréter parce que je suis président de la République et c'est pas moi qui viens industrialiser le pays, mais je vais faire en sorte de mettre en place les conditions de cette réindustrialisation. Oui, et je vous explique comment. Ok, mais c'est ça, le rôle du président. Je vais être brusque, mais ça c'est un politique chiant. Celui qui dit ça, personne ne l'écoute, et pas sur YouTube. C'est la clientèle de ces youtubeurs, c'est pas des gens qui ont envie d'entendre ces injonctions-là. Eh ben moi, je crois que ça dépend des gens. Oui. Je crois qu'il y a effectivement des gens qui pensent que la politique, c'est du spectacle, et il y en a d'autres qui pensent que c'est du sérieux. Et puis quand même, le rôle du président, c'est pas forcément de faire ce qu'on a envie qu'il fasse, n'est-ce pas? Le président est censé avoir un message, une personnalité, être dans une certaine position, et dire ce qu'il croit être bon. Même si c'est pas forcément amusant, rigolo, etc. C'est ça sa fonction. Et c'est vrai que le principal problème de cette intervention, à laquelle je n'ai pas assisté d'ailleurs, mais bon, c'est essentiellement le fait que les choses ne sont pas à leur place. C'est d'ailleurs la pathologie du monde actuel. On a l'impression que rien n'est à sa place. Je veux dire, on pourrait énumérer des choses à l'infini, n'est-ce pas, quand on a un juge ou un procureur qui dit à des délinquants que c'est la fierté du pays ou des choses comme ça, on se rend bien compte qu'il y a 10 000 exemples. Et c'est pathétique de voir que le président, lui, n'est pas à sa place. C'est d'autant plus extraordinaire, d'ailleurs, qu'au début, le président Macron avait tenu à donner une dimension jupitérienne à sa fonction pour rompre avec le système de son prédécesseur. Et là, on le voit tomber dans quelque chose... C'est un coin dans Jupiter, c'est ça?
C'est un amuseur, quoi. Ouais. Je ne suis pas sûr que ça amuse quiconque, d'ailleurs. Ouais. Hein. Mais Alors- c'est pas sa place. Je vais corriger les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, hein, grâce à Raphaël qui me les a soufflés. On n'est pas à 4 millions de vues hein, sur la 10 vidéo millions. McFly, Carlito et Macron. Hein. On est à 10. À 11 millions de vues Oui. à aujourd'hui, mercredi, jour où nous enregistrerons cette émission. Donc vous pourrez suivre les compteurs, mais ça va s'envoler tel que c'est Ah, mais parti. oui, hein. mais là, Donc c'est efficace, Philippe Chevrier. Je ne pense pas. Oui. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Effectivement, il y a 11 000. Ça, c'est un fait. Mais ça ne veut pas dire que l'affaire est efficace. Ça ne veut pas dire qu'elle a atteint son but. Qu'est-ce qu'on appelle être efficace ? Je ne pense pas. Oui, Qu'est-ce qu'on je suis bien appelle d'accord. être efficace ? Mais c'est justement ce qu'on va voir avec Olivier et Françoise. Alors, Olivier Piacentini. pour ce qui est de l'efficacité, moi, vous savez, le président a décidé de s'adresser à des jeunes. Oui. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de s'adresser à des jeunes ? Parce que depuis plusieurs mois sortent des sondages où Marine Le Pen est largement en tête au premier tour auprès d'une population de jeunes. Oui, Donc, alors il attention, s'adresse- c'est les 25. Marine Oui, Le Pen, bon. c'est 25-35. Les 18-24, je crois, votent encore dans les intentions Macron. Pardon. Ben, je suis pas sûr qu'ils vont continuer à voter après ça, parce que vous savez, les jeunes, c'est pas des jeunes avec, vous voyez, comme on espère les voir ou comme on les perçoit dans ces milieux-là. C'est des gens qui ont besoin d'aller en cours, qui ont besoin de travailler, qui ont besoin d'avoir des jobs pour payer parfois leurs études. C'est des gens très souvent très responsables et qui en plus sont rodés aujourd'hui, avec tout ce qui est YouTube, aux artifices de la communication. Et il me semble que cette population a dû vraiment s'apercevoir que c'était une supercherie grossière et grotesque. Le président, d'ailleurs, si on peut encore l'appeler comme ça concernant cette vidéo, était complètement écartelé entre, je dirais, le besoin d'être plus ou moins gaudriolesque, clownesque avec les personnes qu'il avait en face, et puis le fait qu'il était encore président, vous voyez, donc il était là entre les deux et on le sentait pas du tout à l'aise. Moi, j'ai trouvé que c'était pas drôle du tout. Je me suis forcé à regarder jusqu'au bout. Je pense que les youtubeurs, eux, ont bien profité, parce que vous savez, il y a eu un échange pendant la vidéo qui m'a particulièrement marqué. À un moment donné, Macron demande à l'un des deux, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin qui est qui, alors est-ce que je peux donner les anecdotes longues au début ? Et lui, le youtubeur répond non. C'est tout les au courtes début de la d'abord. vidéo, ça. Bon. Et alors Macron dit, mais pourquoi ? Et le youtubeur répond, parce que c'est moi le boss. Mais vous vous rendez compte quand même, mais quel président pourrait supporter un truc pareil ? C'est-à-dire qu'il fait normalement, hein, je veux dire, dans un monde normal, le président fait l'honneur à deux amuseurs publics de les faire venir à l'Élysée pour faire une vidéo. Bien. Les youtubeurs se comportent exactement comme ils le font à longueur de journée avec n'importe qui, c'est-à-dire qu'ils auraient, je ne sais Sans pas moi, hiérarchie. voilà, Oui. ils auraient un Et des sans humoristes de chez Arthur ou Hanouna en face, c'était la même chose, ils se seraient comportés de la même manière. Là, c'était quand même avec le président. Il lui parle comme si c'était, je dirais, la dernière roue du carrosse. Enfin, moi, j'ai été halluciné. Et je pense que la plupart des jeunes l'étaient aussi, et que je suis persuadé que c'est la colère qui ressort de tout ça. Et vous avez parlé du nombre de vues, regardez les commentaires en dessous de la vidéo, vous allez voir. D'accord. Mais je Françoise pense quand Monestier. même que, enfin, depuis quelque temps en tout cas, Macron met un point de déshonneur à avilir tout ce qu'il touche. Donc, depuis un an, il a enfilé plusieurs costumes. Il a enfilé le costume enfin maintenant c'est celui de clown, mais enfin, il avait été au début, il était tout bib, la France était en Oh, il danger, était nous chef de étions guerre, en il était guerre. chef de guerre. Il était chef de guerre. C'est vrai qu'il a tout été bib. infectiologue. Il a été infectiologue. Il a Ouais. été, bon. Donc, il prouve encore son, comment dirais-je, sa qualité, je dirais, sa seule, d'homme de théâtre. C'est un théâtreux qui s'amuse, alors il joue, il enfile un costume, il ôte le costume, il en enfile un autre. Mais il Mais mérite- quand il même, mérite ce pas qui est le Molière, désastreux, hein. c'est que les youtubeurs l'ont appelé le directeur de la Gaule. Non, mais vous vous rendez compte quand même jusqu'à quel point nous sommes tombés. Mais en réalité... C'est le ce que titre je qui voudrais- s'affiche sur la vidéo, Ce hein. que je voudrais souligner, La c'est que première cette image. affaire est avant tout, je pense, une affaire de fric qui a été montée entre sûrement les services de com de l'Élysée et la société Webedia, Webmedia, à laquelle appartenaient les deux loustiques, Oui. société qu'ils ont quittée depuis, mais l'émission elle-même a été montée par Webedia, dont
le PDG n'est autre que M. Marc Ladré de la Cherrière, D'accord. et à laquelle, société à laquelle appartient exactement M. Michel Simès, le toubib qui RTL et... RTL, qui a des émissions, bien sûr. donc tout ça, tout est une affaire de fric. Mais ce qui est quand même scandaleux, ce qui est dommage pour nous, c'est que il organise d'abord cette émission à l'Élysée. Enfin, l'Élysée, c'est quand même un lieu de pouvoir. Mais il faut dire qu'aussi, en juin 2018, l'Élysée avait servi de scène de gaudriole à une bande de... Ah, là, vous parlez du concert. De pseudo-chanteurs qui s'étaient exposés avec Madame Macron et son mari lors de la fête de la musique. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus s'étonner y a une récurrence, qu'on arrive si bas. Alors, j'entends. Mais en quoi, je vais vous poser une question, en quoi c'est différent de Valéry Giscard d'Estaing qui va jouer de l'accordéon chez Daniel Gilbert, ou de François Mitterrand qui répond à Yves Mourouzi qui s'assoit sur son bureau? Est-ce que, finalement, c'est pas particulier à Macron? Enfin, non, mais excusez-moi. Sur le fond, c'est exactement la même chose. C'est une opération de communication d'un président de la République en fin de parcours qui prépare déjà sa campagne. Bon, très bien. Sauf qu'il y en a des plus intelligents que d'autres. Oui. Et ce qu'il a fait là, c'est absolument nul. C'est nul. En termes d'efficacité, encore une fois, je ne pense pas que c'est porté vers le segment de clientèle, pour parler marketing comme lui, on y est, qu'il visait, c'est raté. C'est raté. Et vis-à-vis des autres, alors ça n'a fait qu'exacerber, au contraire, un sentiment que le gars, eh bien, il ne tient pas la fonction. Puis il y a une très grosse différence par rapport aux autres Merci. événements. C'est quand même le contexte. C'est quand même le contexte. La France, il y a la pandémie, il y a une multitude de problèmes, l'insécurité, des morts tous les jours, tout ce qu'on veut, et on a l'impression que quand même il a autre chose à faire que ça. Je veux dire que personne ne peut penser que dans le contexte actuel, c'est quelque chose de légitime. Ça n'est pas légitime par le rôle qui est le sien. C'est vrai que Giscard, dans le métro, avec son accordéon, c'était qu'à moitié légitime, bien entendu. Mais c'était même ridicule. Mais finalement, c'était pas très heureux. C'était bon enfant. Mais c'est pas le même contexte. C'est pas la même chose. On n'est pas tous les jours des gens assassinés dans la rue. Je vais vous dire. Et Mitterrand avec Yves Mourouzi? Écoutez, moi, vous savez bien que je n'aime pas Mitterrand, on en a parlé récemment. Oui, c'est d'accord, ensemble. bien sûr. Mais écoutez, qu'un président, par exemple, dans une communication avec un journaliste, change un petit peu les codes, mette un petit coin de sourire. Vous savez, la reine d'Angleterre, qui est vraiment admirable en termes de communication. Vous savez, moi, j'ai écouté ses discours pendant la pandémie, et je ne suis pas anglais, mais vous ressentez quelque chose. Quand elle parle 5-6 minutes, elle est capable de vous donner du courage. Même à nous qui ne sommes pas anglais, elle vous dit, mais tiens, il y a quelque chose au bout du tunnel. Voilà une chef d'État qui parle à son peuple et qui est capable véritablement de lui insuffler de l'optimisme qui a participé à un clip lors des Jeux Olympiques avec James Bond et qui a sauté. Eh bien, justement, j'allais vous en parler, mais on n'était pas dans le même contexte. Ouais. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un moment de joie pour un pays qui reçoit les Jeux Olympiques, qui a la fierté, elle a justement ce petit côté intelligent de faire de l'humour à ce moment-là et de casser un petit peu la fonction, mais tout simplement parce que d'habitude, elle est vraiment dans sa fonction. Donc, ce jour où c'était la liesse dans son pays, elle a un peu cassé la fonction pour dire qu'elle aussi se met dans l'ambiance. Bien, quand Giscard d'Estaing joue de l'accordéon, moi, je trouve pas que ce soit dégradant pour la fonction présidentielle. Effectivement, c'est une opération de com. Mais enfin, il a voulu montrer qu'il lui aussi aimait bien la musique populaire. Bon, il avait chanté aussi avec Claude François. Quant à Mitterrand, même vous savez bien que je ne l'aime pas, mais enfin, le passage qu'il y avait eu avec Yves Mourouzi ne m'a pas choqué plus que ça. Vous pouvez, quand vous incarnez la fonction toute la journée et pendant des années, montrer 1 ou 2 minutes ou casser un peu le code, ça va détendre l'atmosphère. Mais comme l'a dit Yves tout à l'heure, dans ce désastre dans lequel nous sommes, dans justement cette jeunesse martyrisée par ce gouvernement qui n'en parlait même pas si ce n'était pas les médias qui avaient mis le sujet en avant, eh bien là, tout d'un coup, il a dû consacrer une journée entière au tournage, c'est-à-dire au lieu de s'occuper de la dette, du chômage, des petites entreprises qui meurent, de la délinquance, des violences contre la police, etc. Lui va passer la journée entière... a priori, c'est pas la journée. Ça a duré et puis aussi, Franck, il aurait quand même pu profiter, même s'il avait voulu faire cette espèce de séance
France, bon, un peu, à mes yeux, un peu ridicule, il aurait quand même pu au moins profiter de l'audience pour glisser quelque chose qui soit en rapport avec la France, avec les problèmes du pays, avec ce qui relève de sa fonction. Il aurait pu dire à un moment donné, écoutez, là, on s'est bien amusé. Bon, je ne sais pas si c'était amusant, mais il aurait pu le dire. Oui. Mais quand même, je voudrais que ceux qui nous écoutent aient conscience que nous traversons une période difficile, que les jeunes ont des problèmes, que la France a des problèmes et qu'il faut faire face à tout ça. Et je vous encourage à aller dans le bon sens. Et Je suis prêt à voter pour fait vous. ça. Hein. Je suis prêt à voter pour vous, hein, moi, Yves Christen. Non, mais ok, effectivement, on peut entendre que ça a manqué. J'entends ça. D'autre part, C'est le contenu qui est pas bon. Si c'était montré avec les youtubeurs, mais pour faire passer un message, pour dire regardez les jeunes, je suis à vos côtés, je sais que vous souffrez, on va s'occuper de vous. Mais non, mais non, Françoise. d'autre part, il a fait preuve d'un grand mépris à l'égard de la jeunesse. Parce que s'imaginer que les jeunes n'aiment que le football, aiment également, en plus, il a eu le culot de parler de substance à plusieurs reprises. Et dans l'espèce de scénette racontant un voyage, je ne sais plus dans quel pays d'Afrique, où il raconte qu'il était dans une salle où il y avait des substances. Ah, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est le cas de le dire, hallucinant d'ailleurs. C'est hallucinant. C'est hallucinant dans la bouche d'un président, de quelqu'un qui occupe la fonction de président de la République et qui, en plus, aussi, si on parle du langage et des mots employés, il a, pardonnez, mais je vais les prononcer, il a employé le mot merde et il a employé à la fin le mot putain. Mais comment voulez-vous que cet homme soit respecté et que surtout dans les collèges, dans les lycées, dans les établissements scolaires, le personnel enseignant est la moindre, Bien sûr. puisse tenir Bien sûr. ces gamins. S'ils disent demain au boss ne prononce pas ces mots... Clairement, il donne l'image d'un ado qui occupe la fonction Ça fait plusieurs présidentielle fois, hein. et qui habite chez maman. Voilà. En même temps, tout le monde sait bien Et que ça ce fait n'est pas un plusieurs ado. fois, hein, Donc, parce qu'il y a eu l'épisode à Saint-Martin avec les jeunes. Il y a eu effectivement cette fête de la musique. Enfin, il y a eu plusieurs épisodes où on se demande véritablement si c'est pas un adolescent attardé. Je vais vous proposer de sortir de l'anecdote pour retourner dans la tactique politicienne. Jérôme Fourquet a parlé de l'archipel français. Hein, l'archipel français, c'est en gros des îles qui seraient des parties de la population qui ne communiqueraient pas entre elles. Bien. Une des stratégies pour parler aux îles de l'archipel, c'est justement d'avoir des messages focalisés sur... Mais quel est le message ? Et là, est-ce que c'est pas une manière... Non, mais est-ce qu'il y a un message ? Vous parlez de message. De franchir l'archipel. Mais quel est le message qui ressort de l'émission ? Est-ce qu'il y a un message ? Est-ce qu'en termes de tactique, il n'y a pas quelque chose ? Il y a un message qui est ce qu'on pourrait appeler presque un non-message. D'une certaine manière, ce qui caractérise l'évolution de ces dernières années, c'est un peu, pourrait-on dire, la disparition de la France. Oui, c'est-à-dire que donc, il s'agit de parler de choses et d'autres et de considérer que s'il n'y a pas de substance, c'est une forme de message, vous voyez, l'absence de message, d'une certaine manière. Oui, mais c'est pathétique. Oui, mais c'est aussi une manière de s'adresser à des populations... Mais pour leur dire quoi ? Olivier, je finis. Il y a des populations qui ne regardent plus le journal télévisé. Il y a des populations qui ne lisent pas la presse et dont la seule manière de s'informer, c'est YouTube. Est-ce que c'est je une travaille avec information ? des jeunes comme ça, ils écoutent YouTube du matin au soir. Ils ne passent plus par les radios généralistes. Ils ne passent plus par Facebook. Ils sont sur YouTube. Est-ce que c'est pas une manière de leur parler ? Mais est-ce qu'il a informé quelque chose ? Est-ce qu'il a dit quelque chose ? Est-ce qu'il a appris quelque chose à quelqu'un ? Rien. Il a raconté des anecdotes Françoise, plus ou moins si, drôles. il y a eu un message. Le message n'a pas été délivré par Emmanuel Macron. Le message a été délivré par McFly et Carlito, qui lui ont dit à un moment de ce jeu, « Ah, je n'ai pas voté pour vous au premier tour. » Ce qui veut dire, traduction, mais j'ai voté pour vous au second tour. Et donc, en 2022, dans l'hypothèse où il y aurait un front républicain opposé à Marine Le Pen, en l'occurrence,
ça veut dire tous les jeunes de 18 à 24 ans, eh bien vous faites comme nous, McFly et Carlito, vous votez Macron. C'est ça. Le message a été délivré, mais pas par Macron. Le message a été délivré par les youtubeurs. D'accord. Et je pense que Ça m'avait échappé, ça. je pense que c'est très grave. Et autre chose, il ne faut pas oublier. Vous avez évoqué tout à l'heure les différents. Je voudrais parler aussi de l'entretien qu'avait accordé Macron à Brut. Oui. Alors cet Autre entretien manière était autre manière. Alors c'était plus malin, c'était plus fin, mais il visait la même catégorie de population. Alors avec un petit peu plus peut-être de considération. Mais il visait la même catégorie. Alors il y a eu Brut, maintenant, et il y a Brut, et quand est-ce qu'il y aura des coffrages? Ouais. Enfin, Alors sur Brut, il s'était tenu à peu près quand même. On n'avait pas critiqué de la même manière parce que... Bon, à peu près Je vais me tourner vers Philippe Chevrier. Philippe Chevrier a été, et toujours d'ailleurs, élu en Ile-de-France. Est-ce que c'est pas le lancement vous voyez, de la même manière que les Twin Towers, c'est le lancement du 21e siècle, sur une autre échelle. La comparaison n'est pas très très bonne, je vous prie de m'excuser. Mais est-ce que c'est pas le lancement de la campagne 2022 ? Est-ce que c'est pas la première fois que le président de la République il fait un acte véritablement qu'on va pouvoir dater comme un acte de campagne ? Tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a l'impression qu'il est en fin de parcours et qu'il démarre sa campagne électorale. Et à mon avis, il fait un faux pas. Oui. Il fait un faux pas parce qu'il a raté son coup. C'était une bonne idée d'attaquer ce segment de clientèle des jeunes. C'est tout à fait. On ne peut pas le lui reprocher. Tous les candidats à la présidence de la République vont faire pareil. Ils vont essayer de s'adresser aux jeunes. Parce qu'ils sont tous sur TikTok, ils sont tous sur Twitter. Mais c'est la manière qui ne va pas. Ouais. Mais sur TikTok, il va vous se mettre à citiez tout danser, l'heure à faire des chorégraphies cette interview aussi, sur cette chaîne Brut, là. C'était tout à fait acceptable. Oui, là, on n'a pas critiqué, C'était ce qu'il fallait faire. C'était bon, on est d'accord ou pas sur le fond, ça c'est une autre affaire. Mais en termes de manière de faire, c'était bien. Là, il a dérapé. On peut dire le mot. C'est un dérapage. C'est un dérapage de la fonction présidentielle, très clairement. Et de sa campagne, qui démarre mal, du coup. D'accord. OK. On en reste là ? Vous êtes d'accord qu'on a épuisé le sujet ? Oui, je pense que... Très bien, allez, on se retrouve dans quelques secondes pour le troisième et dernier sujet de cette belle émission. Hein. Ça balance bien. À tout de suite. Troisième sujet, l'Union européenne et le secrétaire d'État, aux affaires européennes, Clément Beaune, ont annoncé qu'à partir du 1er juillet, le passeport vaccinal permettant de voyager dans les 27 pays de l'Union allait être disponible, à la fois en version papier et en version électronique sur nos téléphones. Est-ce que vous pensez, et je vous pose la question, madame, messieurs, est-ce que vous pensez que l'Europe en fait assez ? Ou est-ce qu'elle en fait beaucoup trop ? Ou est-ce que, comme certains, vous pensez qu'elle n'en fait pas assez et que ce passeport, en réalité, c'est pas grand-chose ? Alors, je vais lancer sur le sujet le scientifique de l'étape, Yves Christen, qui a pas mal d'expérience en matière de santé. Que l'Europe ait bien fait dans le domaine de la pandémie, c'est clair que l'Europe n'a pas bien fait. Bon, par contre, pour ce qui est du passeport, je pense qu'il est inévitable qu'il y ait quelque chose pour permettre aux gens qui sont vaccinés de fonctionner. Et je crois que c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que le drame de cette épidémie, par-delà l'épidémie proprement dite et les morts, c'est le fait qu'on a mis le pays et la planète complètement à l'arrêt. Oui. Donc, il faut essayer d'être opérationnel pour remettre les choses en marche. C'est pour ça, d'ailleurs, que, personnellement, j'étais très favorable, et je le suis toujours, à la vaccination. Et je crois qu'il s'agit là de la manière de faire qu'on ne peut pas éviter. D'accord. Ce passeport-là, en réalité, il va un petit peu au-delà de la vaccination. Il demande la présence d'un test PCR de moins de 72 heures, ou alors le fait d'avoir eu la Covid et du coup d'avoir les anticorps.
Oui, bien sûr. Enfin, c'est ce que j'appelle être opérationnel, c'est-à-dire mettre en place quelque chose qui permet aux gens qui ne sont pas malades ou qui ne sont pas dangereux de fonctionner le mieux possible, le moins mal possible. D'accord. Olivier Piacentini, vous voyagez, vous êtes marié avec une Africaine. Oui. Béninoise, c'est ça? Béninoise, oui. Hein, je me souviens bien. Donc vous allez peut-être aller en Afrique cet été. Oui, c'est Vous allez possible, peut-être voyager Mais en alors, Corse. En Corse, oui, bien sûr, mais Mais vous savez même qu'en en Corse, on demande Italie, un- en Belgique, en Ok. Espagne, des pays que j'aime beaucoup, la Grèce. Mais alors, je vais vous raconter quelque chose, parce que Allez-y. ma femme étant béninoise, au mois de février 2020, elle était partie au Bénin. Oui. Arrivée au Bénin, caméra thermique, contrôle à l'entrée. La température, donc. Voilà, oui. Février 2020. C'était fin février 2020. Ma femme est revenue le 8 mars, aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Pas de contrôle, rien, tout le monde rentre et sort comme il veut. Bien. L'Europe, maintenant, veut nous imposer un pass sanitaire. Bon. Quelque chose dont je suis absolument contre pour des questions de principe très fortes, parce que c'est toujours la même histoire. On commence par le petit bout de la lorgnette, et puis après, petit à petit, on nous en fait passer de plus en plus. C'est-à-dire qu'il va falloir afficher toute sa sérologie d'un point de vue santé, et puis alors peut-être ses casiers judiciaires, ces trucs, ces machins. Ça, je pense que ça peut nous ouvrir la porte à des choses extrêmement lourdes. Moi, j'aimerais que l'Europe, plutôt que toujours d'imposer des choses aux autres, parce qu'elle n'est efficace que pour réglementer, encadrer, appliquer des sanctions et des normes. Bien, il aurait été souhaitable qu'elle soit très efficace. Déjà dans la lutte contre la pandémie, on a vu qu'au début de cette lutte contre la pandémie à tous les niveaux, c'était la gabégie totale. En Italie, on a brûlé le drapeau européen, on l'a enlevé des façades des mairies pour le remplacer par le drapeau russe, hein, parce que les Russes avaient été intervenus et avaient aidé ce pays. Bon, donc l'Europe qui a failli, que c'était un fiasco monumental au niveau de la vaccination, c'est pas moi qui le dis, c'est le Belge Guy Verhofstadt, ancien Premier ministre belge, qui était, je dirais, dans les commissions européennes, donc c'est quand même pas lui qui est anti-européiste et européen, tout ce que vous voulez. Donc, moi j'aurais aimé que l'Europe, déjà, fasse vraiment son travail, fasse ce pourquoi on paye des sommes considérables pour qu'elle soit là, et puis alors après, peut-être qu'elle aurait été légitime pour dire, ben maintenant, il faudrait peut-être faire ça, il faudrait être prudent. Mais non, c'est toujours la responsabilité des autres qui est engagée. C'est-à-dire qu'on nous dit « Ah oui, vous n'êtes pas responsable. Ah oui, vous n'êtes pas vacciné. Ah oui, vous ne prenez pas des précautions. » Mais elle, l'Europe, est responsable de quoi depuis le début? À quel domaine elle a répondu à ses responsabilités? Merci Voilà. Olivier. À Françoise propos, Monestier. pardon, à propos des Russes, j'ai lu que les gens vaccinés au Spoutnik Oui. n'auraient pas le droit de de voyager en Europe. Et donc, quid de tous nos voisins ou nos cousins russes, nos cousins Vous avez raison. Alors bulgares, nos cousins roumains, nos cousins... C'est absolument Hongrois. scandaleux. Le- En revanche, pardon Ouais. de vous couper, en revanche, quid des migrants clandestins qui foisonnent en Grèce et qui pourront rentrer en Europe comme ils voudront, ou quid des migrants clandestins qui profiteront de leur présence dans la partie européenne de Chypre pour venir chez nous. Ça, je crois qu'il y a... Alors, je comprends effectivement que l'idée sinon d'un passeport, mais du moins d'un document attestant que nous sommes vaccinés ou que nous avons un test PCR, je comprends son utilité, mais je pense que la mise en place de ce passeport tel que le conçoit l'Europe, bien qu'il n'ait pas encore été validé, puisque ce pass sanitaire européen doit être validé, je crois, prochainement lors d'une session à Strasbourg. Oui, mais je crois que c'est juste technique. En Mais l'espèce, c'est technique, ça il y a a un été accord des 27 ça a pays. été planifié. Voilà. Mais je pense, pour moi, c'est d'abord une atteinte aux libertés, et je ne suis, j'en comprends la nécessité d'un point de vue sanitaire, mais d'un point de vue de Mais liberté, voyez, puis c'est la il porte faut- ouverte à... Il faut quand même être cohérent dans ce que l'Europe n'a pas été très cohérente, elle n'a pas été du tout. Mais nous essayons de l'être. Par exemple, vous évoquez les clandestins. Eh bien, justement, raison de plus pour qu'il y ait des éléments de contrôle, déjà sur le plan sanitaire,
pour des populations qui, outre le fait qu'elles n'ont pas le droit d'être là, peuvent de surcroît ramener éventuellement des germes pathogènes. Donc c'est effectivement un élément de contrôle. De la même manière, vous évoquiez effectivement l'épisode avec votre épouse béninoise. Il est clair qu'il y avait très 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 peu de contrôle de température, de rien du tout. Mais si l'Europe met en place quelque chose qui est susceptible d'avoir enfin une forme d'efficacité, pourquoi pas? Évidemment, Oui, mais- c'est un élément de contrôle Oui, mais Yves, alors là, qui moi- empiète, moi- qui moi, je suis empiète désolé, sur mais vous notre voyez, liberté. Olivier, je voudrais céder la Mais- parole à Mais en on y va. matière médicale, de temps Philippe. à autre, on est plus ou moins obligé d'empiéter. Oui, mais vous sur savez, la le problème, liberté il faut des gens. regarder un peu la globalité de la chose et pas seulement mettre la lauriette sur cette épidémie. À ce moment-là, on peut exiger des vaccinations sur toutes les pathologies qui peuvent exister. Ça, on commence avec le Covid et puis après, on peut nous en sortir. Et puis derrière tout ça, moi, je vois toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes qui doivent subir, je dirais, les sanctions, les contrôles, les embêtements. Vous voyez, c'est le conducteur qui dépasse un peu la vitesse, qui lui est sanctionné. Pendant ce temps, à côté, il y a le trafiquant de drogue qui fait des rodéos et lui, il n'y a pas de problème. Et j'ai l'impression qu'on est toujours un petit peu dans le même système. L'Union européenne, vous voyez, on me parle de la politique migratoire. 1500 agents Frontex pour protéger toutes les frontières au sud de l'Europe. Vous pensez vraiment que là, on va regarder le pass sanitaire des gens qui arrivent, et si c'est des terroristes et pas des terroristes ou des gens... Bon, alors, qu'on remette les choses en ordre, qu'on s'attaque d'abord aux problèmes prioritaires, et ensuite, je pense que l'Europe aura plus de légitimité pour faire passer cette jeune chose. Là, elle est inaudible. à mon point de Philippe vue. Chevrier, est-ce que certains disent que c'est pas assez en fait, que ce passeport, il devrait, par exemple, comprendre une vaccination obligatoire et pas un test PCR qui en 72 heures peut devenir obsolète, ou une immunité liée à la Covid qui serait défaillante parce qu'on sait qu'elle, a priori, je parle sous le contrôle d'Yves Christet, qui va peut-être me contredire, qu'après avoir été contaminé, l'immunité est décroissante. Est-ce que vous faites partie de ceux qui en voudraient davantage, ou au contraire, vous trouvez que c'est déjà bien assez? Oh là là. Alors, moi, j'y comprends plus Oh là rien. là. Là, il y a un problème Oui. de cohérence évident. Ok. Vous évoquiez ce terme-là tout à l'heure. C'est vraiment ce qui est le plus choquant. Déjà chez les LREM, le ministre dont vous parliez tout à l'heure, il y a quelques jours, s'était opposé à cette idée. Hein. Vous parlez de quoi, de Clément Beaune ou Clément Beaune, le secrétaire il avait dit, d'État non, ça ne me paraît pas une bonne idée, avait-il dit. Bon. D'accord. Et maintenant, il nous annonce, pour la France, hein, Ouais. et maintenant, il nous annonce que c'est au niveau européen. C'est devenu Alors, une bonne première idée. remarque, ce serait bien que l'Europe, d'ailleurs comme toutes les collectivités territoriales, ce serait bien que l'Europe s'occupe de ses affaires et se concentre sur Domaines d'activité, ses prérogatives. Ses prérogatives. Voilà. Ouais. C'est pas le terme que je cherchais, mais peu importe. Ok. Ce serait quand même essentiel. La santé ne fait pas partie de ses prérogatives. C'est pas à elle de s'en occuper. Ça a été une erreur fondamentale, encore une, d'ailleurs, de notre président de la République, de confier ça à l'Europe, d'insister pour que l'Europe s'en occupe. Ça a été une catastrophe, d'ailleurs. Bon, Vous catastrophe. parlez des vaccins, Ouais. d'AstraZeneca, Oui. Alors du maintenant- retard par rapport à d'autres Maintenant, pays. ça va mieux. Bon, Oui. Maintenant, ça va mieux, clairement. On nous dit par ailleurs qu'à partir de 60% de vaccination de la population, bon, on arrivera à ce que tout le monde soit immunisé finalement et que cette pandémie devrait s'arrêter. On est plutôt actuellement sur 80%. Hein. 90. Donc, voire même 90. Donc on D'accord. n'est pas près d'y arriver à D'accord. l'immunité Mais, collective. enfin, 90% de la population adulte. Donc, Ouais. sur toute la population, c'est Ah, un peu peut-être, différent. d'accord. Bon, d'accord. Ok, ok. Bon, bon, mais peu importe. Donc, et tout ça est géré par l'Europe. Nous sommes d'accord. Donc, d'ailleurs, quand vous regardez les chiffres de l'Allemagne, vous les comparez à la France, à la Belgique, tout ça, l'Espagne, l'Italie, Oui, c'est tout le ça, même. c'est à peu près pareil. Il y a quelques virgules près. Quoi. Oui, oui, bon. Alors maintenant, on nous dit, si tu fais Paris-Nice, tu n'as pas besoin de passe. Oui. Si tu fais Nice-Gênes, il faut que tu aies un pass. Ouais. Expliquez-moi, là. Parce Oui. que moi, je ne comprends pas. Parce que là, tous ces gens-là qui sont Ça remet en cause Schengen. européistes à mort, Oui. qui vous disent que les frontières, ça n'existe pas, c'est d'ailleurs grâce à eux que la pandémie s'est répandue sur toute l'Europe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si on avait contrôlé Mais- oui. en intra-Europe Les tifosi de Turin les qui étaient frontières, venus, ça ne serait pas contradictions arrivé. dans ce que vous Donc ils ont complètement raté leur affaire. Et maintenant, ils réinventent les frontières. Non mais attendez. C'est le royaume du but. Moi, j'aimerais bien qu'ils les réinventent vraiment.
Mais C'est-à-dire vous pouvez pas dire deux qu'effectivement, choses comme vous disiez, contradictoires, quand même. que l'on contrôle effectivement les migrants, etc., Ouais. mais pas pour des raisons sanitaires. Parce que véritablement, ce sont des migrants et qui méritent de rentrer Alors, chez eux. et Voilà. vous avez peut-être pas entendu, mais Yves Christen dit que vous êtes Non, mais contradictoire. je veux dire qu'on On va peut laisser- pas, on peut pas dire à la fois que l'Europe ne devrait pas s'occuper de ça, puisque ça fait pas partie de ses prérogatives, et évoquer ce que vous évoquez. Il est bien évident qu'en l'occurrence, ça ne peut être que au niveau européen, prérogative ou pas prérogative, dans la mesure où si chacun fait sa propre loi, les Allemands vous accepteront pas, les Bulgares vous accepteront peut-être moyennant conditions, les Grecs autrement, etc. Il fait quand même à peu près sens que nous ayons une forme de coordination pour avoir quelque chose qui nous permet de faire nos affaires Yves, alors, de bien écoutez, autre. moi, je vais vous dire, là où il y a une très forte contradiction, je me permets, hein, Yves, on nous dit qu'à partir de 70% de la population vaccinée, on aboutirait à une immunité On ne sait pas généralisée. exactement Ouais. quel pourcentage. Ah. Il y a tout un tas de choses qu'on ne sait pas, d'ailleurs. Alors, Oui. dans ce cas-là, dans la mesure où l'Union européenne parvient à vacciner 70% des gens, si elle fait l'effort et qu'elle y arrive, si elle arrive elle-même à quelque chose, avant de taper sur la tête des gens, y a-t-il besoin d'un pass sanitaire ? Puisque nous aurions un système d'immunité Ah, si collective. tout le monde est vacciné, en principe, non, Ben oui. voilà. Si nous avons 70 ou 80% des gens vaccinés, à quoi bon obliger les gens à Mais se on n'en est balader pas là, on en est à 30% de la population. Mais c'est la faute à En qui France. Est-ce que c'est une manière... Non, mais c'est la faute à qui? Mais avant que l'Union européenne parle de pass sanitaire, elle commence déjà à nous mettre des réglementations Non, mais même sur si c'est une la faute de vaccination, l'Europe, sur une que vaccination faire qu'elle n'arrive même pas à organiser convenablement. Parce que quand vous dites on a accusé un peu de retard, etc., moi je veux bien, mais le retard, ça veut dire quoi? Un mois de retard, ça coûte combien? Ça coûte combien en termes d'argent? C'est des dizaines de milliards, rien que pour un pays comme la France, chaque mois, pour essayer de s'en sortir, vu la perte de PIB que nous avons. Et en nombre de morts. Le nombre de morts, je ne parle même pas du Covid. Moi, je parle de toutes les pathologies qui sont liées aux graves problèmes économiques que nous avons, en plus du Covid, parce que ça, on n'en parle jamais. Là, il n'y a pas de statistiques pour ça. Moi, je connais une personne dans l'événementiel qui s'est suicidée, vous voyez. Il y a 2 jeunes étudiantes qui se sont suicidées récemment. C'est sorti sur les réseaux sociaux. Bon, mais tout cela, ils échappent à tout. Mais je veux dire qu'un retard dans ce processus, c'est grave. Ça décale la remise en vie de notre pays, parce que les gens ne vivaient plus. Rien que l'ouverture des terrasses, on voit bien depuis 2-3 jours, remet de l'optimisme, les gens retrouvent un peu la joie de vivre. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Donc avant que l'Europe impose des choses aux autres, qu'elle se mette en situation de rendre les services pour lesquels on la paye. Est-ce que Voilà. vous savez quel est le pays qui a demandé l'existence du passeport européen? Oui, alors justement, je voulais parler de ça. Vous savez? Oui, Quel c'est la pays, Grèce. Françoise? C'est la Grèce. Et pourquoi c'est la Grèce? Non, pourquoi Pourquoi c'est la Grèce? Oui, à cause peut-être 20% du PNB, du PIB, c'est le tourisme. oui, c'est vrai. La France, premier pays, première destination touristique au monde. L'Espagne, la première destination touristique Oui, mais alors- européenne. Est-ce qu'il n'y a pas une logique économique à accepter ce passeport? Oui, pardon, il y a une logique économique. Mais alors, Allez-y. je voudrais revenir sur le cas de la Grèce et sur le cas de Konstantin Mitsotakis, qui est le Premier ministre de ce pays, et qui a eu l'idée de ce passeport sanitaire après avoir été présent au forum de Davos et être intervenu au forum de Davos précisément sur ce sujet-là. Bon, premièrement. Deuxièmement, chaque pays européen joue sa propre partition musicale, et en particulier la Grèce, puisque la Grèce vient d'homologuer le vaccin russe. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours eu, disons, un rapprochement, À cause de la religion. ne serait-ce que par l'orthodoxie avec la Russie, mais en même temps avec ce passeport sanitaire, la Grèce va accepter donc les 26 autres membres de l'Europe, mais elle accepte en plus la Serbie, elle accepte en plus ce pays, l'ancienne République de Skopje est devenue Macédoine, elle accepte Israël, elle accepte la Grande-Bretagne, et elle accepte la Russie. Alors, chaque pays d'Europe joue sa propre partition. Mais ça milite en faveur de plus d'Europe, ça, Françoise? Mais Vous non. semblez dire le contraire. Non.
enfin, tout cela est incohérent. Oui, mais enfin, Parce que- accepter la Serbie, Israël et la Grande-Bretagne qui ont, Oui, qui ont ils sont beaucoup tous vacciné, vaccinés. ça paraît parfaitement Oui. logique. Oui, parce que la Serbie a une politique certes. de vaccination qui Elle a une politique fonctionné. de vaccination. Alors, oui, mais par rapport à nous, les gens de Serbie qui vont venir en France, est-ce qu'ils seront... Je ne sais pas. Mais Mais vous Non, savez mais que ce chaque vaccin, on parle d'accord entre l'Europe et les États-Unis pour favoriser le retour des touristes Bien entendu. américains en Europe. Ah, donc c'est l'accord, le fait que la Grèce accepte d'autres pays. Oui, alors mais vous êtes tout ça déjà, est dissonant. vous n'êtes pas encore debout sur votre chaise, mais vous allez l'être, puisque les États-Unis et sans doute d'autres pays risquent d'être dans le coup aussi. Oui, mais tout ça est dissonant. Enfin, il n'y a pas d'unité. Enfin, l'Europe... non, je suis il pas faut d'accord. accepter les gens vaccinés, qui viennent Mais- d'où qu'ils oui, viennent. certes. Et y compris, bien sûr, ceux qui sont vaccinés avec le vaccin russe. Oui, mais Alors que le Sputnik V est refusé, ainsi que le Sinopharm Oui, dans et le mais ça, je Sputnik est pense que ça ne accepté fait en pas de Grèce. sens. Et alors comment Ça fait pas de alors sens. Oui. Ça n'a pas tellement de sens. Et je reviens à ce que disait Philippe tout à l'heure concernant les migrants, enfin les clandestins qu'on a baptisés migrants, mais enfin les clandestins qui sont à la porte de l'Europe en ce moment. Mais écoutez-moi, est-ce Olivier que Piacentini. Allez. l'Europe a vraiment la question sanitaire à l'esprit, je dirais, comme une priorité? Moi, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas du jour où ce vaccin russe est sorti, au mois de juillet ou d'août de l'année dernière, Oui. et que tout le monde a dit « Ah, mais ça, c'est une blague. » Non, tout le monde n'a pas dit ça. Non, non, tous les médias ont dit ça. les médias, oui, mais mais enfin, des pourquoi gens l'Union sérieux, non. européenne Mais pourquoi l'Union européenne ou les pays européens n'ont pas été voir quelle était la qualité de ce vaccin, puisque la question Mais ils sanitaire sont était allés prioritaire. voir. Non, mais on connaît la qualité de ce vaccin. Mais on la connaît 6 mois après. Non, On la connaît non, 6 mois non. après, c'est Non. arrivé. On laisse C'est passer le arrivé. C'est arrivé, c'est revenu, donc les tests sur ce vaccin qui ont prouvé qu'il était parmi les plus efficaces, 6 mois après, quand il commençait à y avoir des pénuries au niveau de la première étape de la Non, vaccination. non, on sait C'est depuis là qu'on s'est longtemps dit que ce le vaccin vaccin, était le efficace. vaccin On va- russe était efficace. on va céder Mais la parole à quand Yves le Christian. vaccin est sorti, tout le monde a dit que ce vaccin ne valait rien. J'ai perdu le Donc, contrôle du débat. C'est des questions géopolitiques qui ont dépassé Oui. la question sanitaire. Donc après, mais il est comment clair. voulez-vous Chez qu'on moi, écoute ces Olivier gens-là Piacentini. Excusez-moi. bon. Il est J'ai clair qu'on terminé, cherche, je des, parle. qu'on cherche des Parfait. coups dans la tête Je à la ne crois pas. Russie et à Poutine. Yves, oui. Mais on a de bonnes raisons de croire en l'efficacité de ce vaccin depuis très longtemps. C'est d'ailleurs un des premiers qui a fait l'objet d'une publication scientifique. Et je dois dire qu'il n'y avait pas de raison sérieuse de refuser le vaccin russe. Et bien entendu, on aurait dû, Ils au l'ont fait. contraire, au niveau européen et notamment français, aller chercher le dossier et non pas attendre que les Russes le soumettent à l'Europe. C'est absolument Monsieur clair. Breton a dit Bon. récemment qu'il n'y avait pas besoin du vaccin russe. Ben oui, Sur d'accord. TF1. Mais enfin, si, on en a C'est besoin, Monsieur parce qu'on Breton, n'a c'est pas le pu commissaire vacciner toute la européen, hein. population. Non, mais il Ben, c'est est lui qui l'a interdit. dit, de hein. tous les vaccins. Il est interdit en Europe. Mais non, il n'est pas comme. Il y a des C'est- pays non. qui l'utilisent quand Voilà, c'est même. ça. Mais quoi qu'il en, la communauté européenne n'a pas validé effectivement. Il n'est pas autorisé, il n'est pas interdit. n'est pas autorisé. Il n'est pas Voilà. autorisé. Mais à mon avis, c'est effectivement une erreur. Ceci dit, je crois qu'il faut avoir de l'ordre dans nos pensées. Mais de quoi se mêle-t-elle Ah, Mais si, pourquoi- mais pour- mais- non, de quoi se mêle-t-elle non, non, Mais non, Yves, non, 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 excusez-moi. non, la Attendez. communauté européenne a le pouvoir de La commission, la décerner commission. les autorisations de mise sur le marché Mais- des médicaments. Mais vous dites Ça, que c'est une erreur, chose. mais vous ne trouvez pas étrange que c'est une erreur qui porte sur le vaccin russe? Si ce vaccin avait Si, été allemand, je trouvais ça et étrange. si c'était un vaccin allemand, vous pensez qu'il y aurait eu les mêmes atermoiements? Bien sûr que non. Ah, ben voilà, Bien mais sûr donc, que non. je vous répète, Mais ceci ce sont dit- des questions de géopolitique. D'accord, mais je qui suis d'accord. supplantent. Simplement, sur le plan pratique, que faire, compte tenu du fait que la pandémie est une réalité? Eh bien, je dis que la seule pratique que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est de vacciner. Donc, je pense qu'il faut vacciner massivement, y compris avec du vaccin russe. On est d'accord. Et je pense qu'il faut permettre aux gens qui sont immunisés de fonctionner et de circuler partout dans le monde. D'accord. Voilà. Eh ben, je vais vous dire, c'est le mot de la fin, parce que, je vous raconte pas, mais on a dérapé. À cause d'Olivier Piacentini. Ah, bah, Vous c'est saurez à bon, qui voilà. vous adresser sur YouTube. Allez, écoutez, merci, madame, messieurs. Merci. C'était À bien vous. argumenté, bien charpenté. On se retrouve dans 15 jours sans Olivier Piacentini et ses débordements. Ça y est, je suis censuré, même sur TV Liberté. Allez, je vous adore. C'est formidable cette émission. Allez, à dans 15 jours. Merci beaucoup.